Imaginons un instant que l'esprit humain soit une pièce physique, une sorte de forteresse parfaite. D'accord, je vois bien l'image. En fait, on y a rangé chaque émotion dans une boîte bien carrée, chaque souvenir est classé dans un tiroir rectangulaire, tout est millimétré. Ouais, on s'est construit une armure d'une logique implacable pour affronter le monde. Exactement. Et puis, sans prévenir, au milieu de cette géométrie hyper rassurante, il y a une goutte de liquide noir. Une goutte toxique et visqueuse. C'est ça. Elle traverse le plafond et vient s'écraser sur le sol. Et là, c'est le chaos qui s'invite dans la structure. Une perte de contrôle absolue, quoi. Franchement, c'est exactement le type de vertige psychologique dans lequel nous plonge l'œuvre qu'on va disséquer aujourd'hui pour notre exploration. Cette image de la fuite dans la forteresse, ça illustre parfaitement la tension de cette toile, en fait. Et pour ceux qui nous écoutent, on se penche aujourd'hui sur une huile sur toile de Danny Zouhir. Un artiste peintre marocain, originaire de Meknès, tout à fait. Et on est sur une composition qui est profondément surréaliste. Complètement. Parce qu'au premier abord, l'œil capte juste une série de formes, des visages, des couleurs super chaudes. Mais bon, l'objectif de notre analyse aujourd'hui, c'est pas de faire un simple inventaire visuel. Non. Le but, c'est vraiment de comprendre les mécanismes cognitifs et artistiques qui rendent cette scène si troublante. Parce que l'œuvre semble orchestrer un affrontement direct entre la structure et le chaos, en fait. Ouais, entre l'innocence et le fameux fardeau de l'âge adulte. Justement, ce qui me frappe d'emblée, avant même qu'on analyse les sujets, c'est vraiment l'atmosphère dans laquelle tout ça baigne. C'est-à-dire? Souvent, quand on parle de surréalisme, on a en tête des paysages froids, des ciels lourds ou des déserts immenses, tu vois. Ah oui, les grands espaces vides à la Dali, par exemple. Exactement. Et là, c'est tout l'opposé. L'œuvre est complètement submergée par une palette chromatique extrêmement chaude. Des tons de pêche, des oranges très profonds. Ouais, du rose chair et même quelques touches de rouge incandescent. J'avoue que cette saturation me perturbe presque, en fait. C'est vrai qu'on pourrait s'attendre à ce que ces couleurs soient réconfortantes. Bah oui, mais au contraire, elle crée une sorte d'huis clos étouffant. Et je me demande pourquoi faire le choix d'une chaleur aussi écrasante pour abriter une scène aussi étrange. Alors, l'utilisation de cette gamme chromatique spécifique, c'est vraiment pas un hasard décoratif. Ça modifie carrément notre perception biologique de la toile. Ah bon? Biologiquement. Ouais. En fait, les couleurs froides, comme les bleus ou les gris, elles ont tendance à repousser visuellement l'arrière-plan. Ce qui crée une illusion de distance, du coup. C'est ça. Une distance et une objectivité. Mais là, en saturant sa toile de teinte organique, de ce fameux rose chair, l'artiste annule cette distance. Donc il nous enferme à l'intérieur de l'œuvre. Exactement, il nous enferme. Et c'est ce qui donne cette impression de huis clos que tu mentionnais. On ne regarde pas un paysage extérieur. On est plutôt plongé dans les entrailles d'une psyché, quoi. Voilà, c'est un environnement viscéral, presque comme un liquide amniotique mental. Où les pensées flotteraient en suspension. C'est fascinant. D'où cette sensation que la matière elle-même est vivante, en fait. Tout à fait. Très franc. Absolument. Mais là, on l'a dit, c'est une huile sur toile. Ouais. Et en quoi la chimie, même de cette peinture, influence la lecture psychologique de l'œuvre? Eh bien, la nature du médium, elle est fondamentale pour comprendre la mécanique du rêve ici. L'acrylique sèche par évaporation de l'eau en quelques minutes, ça fige la forme. D'accord. Mais la peinture à l'huile, ça sèche par oxydation. Et ça prend beaucoup plus de temps, non? C'est un processus extrêmement lent, ça peut prendre des semaines. Et cette lenteur, elle permet à l'artiste de travailler ce qu'on appelle les fondus. Le fameux sfumato. Exactement. Ça crée des transitions qui sont presque invisibles entre, disons, une teinte pêche et un orange brûlé. C'est ce qui donne ce côté un peu brumeux. Ouais. La lumière traverse les couches translucides de l'huile, rebondit sur la toile et revient vers notre œil. Ça donne une vraie impression de lueur interne. C'est fou. Et visuellement, ça traduit parfaitement la nature un peu insaisissable de notre inconscient. Totalement. Nos pensées, comme ces couleurs, elles s'arrêtent jamais brusquement. Elles glissent, elles se mélangent et elles se contaminent les unes les autres. Franchement, je dois avouer que c'est précisément ce fondu atmosphérique qui rend le premier sujet de la toile si brutal. Le visage de gauche, on est d'accord. Ouais. Parce qu'au milieu de cette brume organique super douce, on se heurte à une architecture d'une violence assez sourde. C'est très vrai. Sur la partie gauche, on a donc ce visage adulte qui est vu de profil, et sa structure, elle est incompréhensible. Elle est totalement déconstruite. La peau, les joues, le front, tout est construit à partir de formes géométriques vraiment aiguisées. Des losanges, des triangles. Des arêtes vives, ouais. C'est un visage humain, d'accord? Mais il est taillé comme un cristal opaque ou, je sais pas,
un amas de polygones. C'est un contraste énorme. Moi, personnellement, j'ai eu un vrai mouvement de recul face à cette figure. Je me dis, pourquoi détruire la biologie naturelle d'un visage humain pour le reconstruire avec une géométrie aussi stricte, aussi froide? Il faut vraiment observer ça à travers le prisme des sciences cognitives. C'est-à-dire, En fait, notre cerveau est programmé, et ça depuis la préhistoire, pour associer les courbes et les formes douces à la sécurité. genre les nuages, les fruits, les corps. Voilà, tout ça. Mais à l'inverse, les angles vifs, les triangles, les lignes droites, ça déclenche une micro-alerte dans notre amygdale. Ah ouais, parce que dans la lecture, ça signale un danger. Exactement, une épine, un éclat de roche, un outil tranchant. Donc, en imposant cette géométrie agressive à un visage humain, l'artiste, en fait, il matérialise l'armure psychologique qu'on se forge. Qu'on se forge en devenant adulte, quoi. C'est ça, Une sorte de carapace sociale et intellectuelle, quoi. complètement. C'est avec la vie moderne, que ce soit en entreprise ou juste en société, ça exige de compartimenter ses émotions, De ranger chaque problème dans une case bien définie, ouais. pour pas sombrer sous la charge mentale. C'est hyper parlant. C'est la métaphore de la rationalisation extrême. Cet adulte, il a tenté de mettre de l'ordre dans le chaos du monde en se structurant de manière super rigide. Donc chaque triangle pourrait représenter un dogme, une règle de vie. Un mécanisme de défense développé au fil des années, oui. Sauf que l'ironie tragique de cette surrationalisation, c'est qu'elle rend l'esprit vachement cassant. C'est le mot. Une sphère, ça peut rouler, ça absorbe les chocs. Alors qu'un assemblage de cristaux, à la moindre pression, ça risque de se briser. C'est très fragile, paradoxalement. Ce qui nous amène directement à cette pression externe, justement. Parce que juste au-dessus de ce crâne tout anguleux, il y a cette sphère sombre en lévitation. Oui, très mystérieuse cette sphère. Et de cette sphère, il y a un liquide noir qui s'écoule. Très épais, presque un peu goudronneux, et qui vient frapper directement le front du personnage géométrique. La rencontre entre ces deux matières est vraiment intéressante. Moi, elle me fascine carrément. On a la rigidité absolue en bas, et cette viscosité noire qui tombe d'en haut. Tu l'interprètes comment? Au début, j'ai pensé une représentation de la dépression, ou peut-être un épuisement professionnel, un burn-out. C'est une lecture très actuelle. Ouais, mais la forme sphérique à la source de la goutte, je trouve que ça suggère quelque chose de plus condensé. L'aspect le plus troublant, c'est effectivement ce contraste des états physiques. On observe un choc direct entre l'illusion du contrôle et l'inévitabilité de l'irrationnel, en fait. L'illusion du contrôle avec la géométrie. Voilà. Et l'eau, ou ici ce liquide sombre, ça prend la forme du contenant dans lequel on la verse. C'est l'adaptabilité absolue. Oui, mais c'est aussi la force d'infiltration par excellence. Ça s'insinue partout. Et le front humain, qui est souvent associé au lobe frontal, là où on prend nos décisions, là où on raisonne, il est frappé de plein fouet. Donc cette goutte noire, du coup, on peut la voir comme un traumatisme refoulé. Ou une mémoire super anxiogène. Ou même une vérité inconfortable qui refuse d'être conceptualisée de manière mathématique. Le cerveau géométrique, il essaie de traiter cette goutte comme une équation, mais c'est mort, c'est impossible. Elle va forcément s'infiltrer entre les arêtes vives. C'est l'angoisse de la fuite d'eau dans notre forteresse mentale de l'intro, tout simplement. Exactement. Et le pire, c'est qu'il ne peut rien faire. Et là, au beau milieu de cette atmosphère hyper oppressante, au niveau de la bouche et de la joue de cet adulte statufié, il y a une irruption totalement inattendue. Ah oui, l'élément perturbateur. Une cigogne, en plein vol, avec ses longues pattes étirées, ses ailes noires et blanches bien grandes ouvertes, et elle vient se superposer au visage. C'est un choix fort. Franchement, l'insertion de cet oiseau m'a laissé un peu perplexe. Je veux dire, pourquoi ne pas avoir choisi un oiseau mythologique ? Comme un phénix, tu veux dire? Ouais, un phénix ou un corbeau, c'est vachement plus habituel dans le registre surréaliste. Pourquoi un oiseau aussi ancré dans le réel, presque banal comme une cigogne ? Eh bien, la réponse, elle réside dans les origines de l'artiste. Danizouir, donc. Voilà. Il vient de Meknès au Maroc. Et dans l'architecture urbaine marocaine, particulièrement sur les remparts des villes impériales ou sur les minarets, la cigogne, c'est une présence constante. Ah, d'accord. Elle est familière, elle est massive, elle appartient au quotidien vraiment tangible des habitants. Donc, de placer un élément aussi brutalement réel, sans aucune déformation géométrique ou de couleur, au centre d'un paysage mental abstrait, ça crée un choc. C'est un effet de contraste très saisissant. C'est ce qu'on appelle la technique de l'encre de réalité. C'est fait pour empêcher celui qui observe de se noyer totalement dans l'abstraction de l'œuvre, c'est ça, hein ? Tout à fait. L'esprit a besoin de s'agripper à quelque chose qu'il reconnaît instantanément. C'est malin. Mais au-delà de son réalisme, je trouve que c'est vraiment son mouvement qui change la donne. La cigogne, elle vole très clairement de la gauche vers la droite du tableau. Oui,
elle traverse l'espace. Et face à ce visage adulte qui est complètement paralysé par sa propre structure et par la fameuse goutte noire, l'oiseau, il déchire l'immobilité. Il apporte une vraie dynamique. Moi, j'y vois une sorte d'impulsion électrique. Un peu comme une synapse qui s'activerait pour faire communiquer deux hémisphères du cerveau. Oh, c'est une belle image. Elle force notre œil à s'arracher de cette zone d'anxiété à gauche pour suivre la direction de son bec. L'analogie de l'impulsion électrique, elle est super pertinente pour comprendre la cinétique de la composition, en fait. Ah oui, vrai. Ouais, parce que le tableau, jusqu'à présent, il était dominé par des vecteurs statiques ou verticaux. La chute de la goutte, la droiture des triangles. Voilà. Et la cigogne, elle impose un axe horizontal dynamique. Elle sert de pont neurologique et visuel vers la seconde moitié de l'œuvre. C'est le lien manquant, en gros. C'est ça. Sans cet oiseau de passage, on aurait l'impression de regarder deux toiles distinctes, deux monologues isolés. Alors que grâce à son envergure, elle relie vraiment le point de départ au point d'arrivée. Exactement. Et ce point d'arrivée, justement, de l'autre côté de la toile, c'est un choc thermique et conceptuel majeur. On passe dans un tout autre univers. Carrément. À droite, face à cet adulte fragmenté, il y a un second visage qui émerge. Mais cette fois, l'architecture a totalement disparu. Plus aucune arête. Rien. C'est le visage d'un jeune enfant, ou d'un chérubin classique, on pourrait dire. Et aucune équation, aucune géométrie. Tout n'est que courbes organiques. La rondeur et la mollesse de la peau. On parlait de la géométrie comme d'une armure défensive tout à l'heure. Ici, l'absence d'angle, ça crie la vulnérabilité. Cette absence de ligne dure, c'est super intéressant parce que ça nous ramène à un concept philosophique majeur. Lequel? Celui formulé par John Locke, la tabula rasa, la table rase. Ah oui, l'idée que l'esprit naît vide. Exactement. L'esprit de l'enfant est perçu comme une surface vierge, totalement dépourvue d'idées innées ou de préjugés structurés. Donc les traits lisses de ce visage enfantin, ils illustrent une perméabilité totale au monde qui l'entoure. C'est tout à fait ça. Là où l'adulte, à gauche, tente de repousser la réalité avec ses boucliers triangulaires, l'enfant, lui, il est conçu pour l'absorber. Ce qui explique tellement l'expression que le peintre a capturée en fait. Oui, la bouche. Ouais, la bouche de cet enfant, elle est entrouverte, presque complètement ronde. C'est un détail infime, mais ça change toute la dynamique psychologique du tableau. C'est sûr que ça contraste avec l'adulte. L'adulte, il avait les mâchoires serrées par la tension. L'enfant, lui, il est dans l'inspiration. On sent une prise de souffle. On ne sait pas s'il va pleurer, s'il est émerveillé ou juste surpris. Mais il est dans un état de réception active, quoi qu'il arrive. Je trouve que c'est un dialogue fascinant sur la ligne du temps de l'expérience humaine. C'est un miroir du temps, oui. La société nous contraint à abandonner cette malléabilité pour survivre. Elle nous oblige à nous cristalliser en formes super complexes. Du coup, l'adulte regarde ce qu'il a été, ou l'enfant regarde ce qu'il va devenir. On peut même y voir le processus même de la mémoire. Il ne s'agit pas forcément de deux entités distinctes, hein. Tu veux dire que ce serait la même personne, in fine? Peut-être, oui. Un seul et même esprit, disséqué sur la toile. La partie droite, ça serait le noyau émotionnel, intact et émerveillé. Enfoui super profondément sous les couches de la rationalisation adulte de la partie gauche, c'est ça? Exactement. Et d'ailleurs, la lumière qui frappe le visage de l'enfant, elle semble même pas venir d'une source extérieure. Elle a l'air d'irradier de lui-même. De sa propre innocence, oui. Ça accentue encore plus cette dichotomie entre la lourdeur du savoir et la légèreté de l'ignorance pure. Franchement, cette notion de légèreté, c'est le dernier élément clé pour décoder toute cette composition. C'est ce qui relie le tout qu'en arrière-plan. Parce que si on recule un peu, qu'on englobe l'ensemble du décor, l'espace entre ces deux visages, il n'est pas vide du tout. Non, il est saturé. L'air ambiant, cet environnement chaud du début, il y a des dizaines de sphères qui s'y baladent. Des bulles flottantes. De diamètres très différents. Ouais, certaines sont jaunes, rouges, bleues, il y en a des translucides, des opaques. Et elles flottent en totale apesanteur. Au début, on pourrait les prendre pour de simples artefacts visuels. Ou des cellures biologiques pour renforcer le côté organique dont on parlait. Mais en fait, il y en a une qui remet tout en question. Oui, l'observation de cette sphère spécifique, c'est vraiment le point de bascule vers le rêve absolu. Elle est exactement au centre, vers le haut, pas très loin de la source de la goutte noire d'ailleurs. Et cette bulle, elle contient une réalité entière. C'est pas juste une couleur, c'est un paysage miniature. On y distingue parfaitement la ligne d'horizon avec une mer bleue sous un ciel lointain. C'est un microcosme parfait, complètement encapsulé dans le vide mental. C'est saisissant. Et ça m'amène à reconsidérer absolument toutes les autres bulles. Si l'une d'elles contient un océan entier, que contiennent les autres? C'est la grande question. Est-ce que ce sont des fragments de mémoire isolés, des rêves avortés ou, je sais pas, des univers parallèles qui dérivent dans l'inconscient? La présence de ce paysage miniature, ça crée un vertige d'échelle en fait. Une vraie mise en abîme. On se perd dedans.
En enfermant l'immensité d'un océan et d'un ciel à l'intérieur d'une petite bulle, elle-même contenue dans un esprit humain, l'artiste suggère que la capacité de la conscience est sans limite spatiale. C'est infini. Mais il y a aussi un autre principe physique fondamental à relever ici, c'est la gestion de la gravité. Ah oui, le paradoxe entre ce qui tombe et ce qui flotte. C'est toute la subtilité du message. Dans ce paysage mental abstrait, les lois de la physique sont sélectives. Sélective, comment ça? Eh bien, la goutte noire, qu'on a identifiée comme l'anxiété, le trauma ou le poids de la réalité, elle est soumise à une gravité implacable. Elle écrase l'adulte. Elle tombe à pic, ouais. Mais en revanche, les souvenirs, les espoirs et les rêves, qui sont symbolisés par ces bulles colorées et ce paysage marin, ils échappent totalement à cette force. L'imagination pure est littéralement libérée de l'attraction terrestre, en fait. Exactement. Elle flotte, elle est intacte, complètement indifférente au fardeau rationnel qui pèse juste quelques centimètres plus bas. C'est un résumé super puissant de la condition humaine. L'esprit est à la fois le théâtre d'une lourdeur insupportable et d'une légèreté infinie. Et tout ceci se passe dans un silence assourdissant, tu l'as remarqué? C'est vrai, la bauche muette de l'adulte, l'émerveillement silencieux de l'enfant, l'envol feutré de la cigogne au milieu des bulles. Et tout s'arrête en bas à droite. De manière hyper ancrée dans le réel, par la signature du peintre, Danny Zouir. Une balise temporelle. Et identitaire, ouais. Qui vient valider que ce voyage vertigineux a bel et bien été cartographié par un esprit humain. Celui d'un créateur basé à Meknès, posant ses couleurs sur une toile bien physique. La signature, elle intervient vraiment comme le point d'ancrage ultime. Ça rappelle à l'observateur que, pour explorer des territoires aussi irrationnels et dissoudre les frontières entre la géométrie et la fluidité, il faut paradoxalement une maîtrise technique extrême. C'est le paradoxe de l'art. L'artiste nous offre un miroir hyper complexe. À travers cette huile sur toile, il dicte pas une vérité absolue, mais il propose un instrument d'introspection. On est invité à localiser notre propre conscience quelque part entre la rigidité de l'adulte et la porosité de l'enfant. Une cartographie de nos propres contradictions, en somme. C'est exactement ça. Récapitulons brièvement les strates de cette exploration pour ceux qui nous écoutent. Vas-y. On a commencé par l'étreinte presque claustrophobique de ces teintes de pêche et de chair, un bain amniotique rendu palpable par la lenteur de la peinture à l'huile. Oui, le huis clos sensoriel. Ensuite, on a analysé le choc psychologique entre la géométrie défensive de l'esprit adulte, qui est meurtri par la chute de ce liquide irrationnel, Face à la rondeur vulnérable mais émerveillée de l'enfant en pleine tabula rasa. exact, le tout étant magistralement mis en tension par ce paradoxe physique. Le poids écrasant de l'anxiété face à l'apesanteur des mondes oniriques flottants en arrière-plan. Et au milieu de ce paysage intérieur, il reste cette fameuse cigogne. Ce pont vivant jeté entre deux hémisphères du temps et de l'esprit. Et c'est justement sur ce mouvement perpétuel qu'il convient de clore cette analyse en posant une question qui va, je pense, continuer à résonner bien après l'écoute. Une dernière réflexion pour la route. Voilà. Si on regarde attentivement cette cigogne qui traverse la toile de l'adulte fracturé vers l'enfant en attente, quel est le véritable fardeau ou le véritable don qu'elle transporte? Très bonne question. Est-ce qu'elle est le vecteur d'un lourd secret transgénérationnel que l'enfant va devoir absorber? Ou alors transporte-t-elle l'amnésie salutaire, permettant à l'homme de se réinventer? Ou bien incarne-t-elle le flux vital lui-même, ce courant silencieux qui s'efforce contre toute logique de reconnecter les débris de l'âge adulte à la source lumineuse de notre innocence première? C'est une réflexion que chacun pourra poursuivre en observant les géométries de sa propre vie.